Vanessa Morales est traileuse, alpiniste et aventurière. Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, Vanessa nous partage son record sur le Kilimandjaro, mais j'ai voulu surtout insister sur son côté alpiniste. Qu'est-ce qui l'attire vers ces sommets ? Comment sa famille vit ses départs ? Comment Vanessa se prépare pour accomplir des défis toujours plus incroyables les uns que les autres ? Vous allez voir tout ça dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor avec Vanessa Morales. C'est parti. Bon, alors aujourd'hui je suis en présence de Vanessa. Alors Vanessa, j'ai beaucoup entendu parler de toi ces derniers mois. Là on tourne, nous, en mois de janvier, on est début janvier. On va pouvoir parler un petit peu de certains sujets de ton actualité et puis surtout de ce qui va arriver. Mais comment vas-tu, Vanessa, déjà ? Salut, écoute, déjà merci de me recevoir. Ça va plutôt bien. Je suis sous la neige, enfin entre la neige et la pluie. Mais voilà, ça va. Ouais, tu me disais que là tu revenais d'une sortie où tu avais eu un petit peu froid là chez toi. Il fait quel temps ? C'est comment en ce moment ? Hier c'était un temps parfait parce qu'on a pris beaucoup de neige, donc c'était une belle poudreuse magique pour l'entraînement. Et puis là dans la nuit il a flotté, donc depuis ce matin je suis sous la pluie, à marcher dans la neige mouillée. On avait moins 3 degrés quand je suis partie, donc voilà, j'ai mis 10 minutes à récupérer mes orteils sous la douche. Mais voilà. Alors là, tu vois, moi qui ai le syndrome de Raynaud, je viens de perdre instantanément tous mes doigts de pied. Ils sont tout blancs. Rien qu'à entendre neige mouillée, froid, c'est bon, tu m'as perdu. C'est terrible. J'aime pas dans les coins aujourd'hui, quoi. Non, c'est pour ça que, tu vois, je suis bien en Bretagne, on n'a jamais de neige. Bon, on n'a jamais très chaud non plus, mais... Il pleut un peu plus, quoi. C'est ça. Alors Vanessa, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, écoute, moi je suis originaire des Pyrénées-Orientales, donc Font-Romeu plus précisément. J'ai eu la chance d'intégrer le sport-études patinage artistique très tôt. À l'âge de 10 ans, en fait, j'ai été surclassée et donc j'ai commencé à patiner, j'avais 4 ans et voilà, à l'âge de 10 ans, j'ai basculé en sport-études. Donc là, j'ai fait de belles années avec de gros entraînements. On était sur un ordre de 14 heures semaine sur la glace, donc ça commençait à faire. Et puis en fait, après ça, j'ai développé un syndrome des loges qui m'a arraché au sport-études. Et j'ai basculé assez rapidement dans la montagne pour trouver un petit peu, je pense, les mêmes sensations que j'avais sur la glace, en fait, le froid, tout ça. Et donc voilà, j'ai 38 ans et je cours depuis l'âge de mes 16-17 ans à peu près en montagne. Je cours, je grimpe. Voilà, j'ai pas trop de cadre et voilà, j'ai pas l'intention d'en mettre un. Et alors comment est-ce que tu es venu à la montagne ? Parce que après avoir eu ton syndrome, tu aurais pu te tourner vers peut-être un autre sport, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu ? Déjà le fait de vivre dans les PO, c'est vrai qu'on a nos petits 3000 qui sont sympas et puis les copains ici qui sont vachement montagnards. Je pense que voilà, sans y réfléchir, ça s'est fait tout seul, quoi. Honnêtement, je saurais pas te dire pourquoi. Après, comme je te disais, c'est vrai que sur la glace, on a cette sensation de froid, de vitesse, et moi, c'est ce que je recherche un peu en montagne. Je sais plus qui a dit ça. Il faudrait que je retrouve. D'ailleurs, tu sauras peut-être me dire. J'avais entendu une personne demander à un alpiniste, mais pourquoi vous montez là-haut ? Et puis il avait répondu parce qu'il est là. Ouais. Tu vois, c'est tout simple, mais voilà, je suis allé là-dedans parce que c'était là, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que souvent on nous demande mais pourquoi tu fais ça ? Et honnêtement, moi j'en sais rien, quoi. C'est comme ça. Parce que c'est là. Voilà, c'est tout. Voilà, fin de l'histoire. Et alors, du coup, oui, tu as récemment, je disais que j'avais beaucoup entendu parler de toi ces derniers mois parce que tu as le record de l'aller-retour sur le Kilimandjaro. Ouais. Il y a eu beaucoup de contenu créé à ce sujet-là, mais est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots ? Oui, carrément. Donc moi j'ai toute une histoire avec le Kilimandjaro. Hein. J'ai fait 5 ascensions jusqu'au sommet, 3 fois en courant et 2 fois en reco et en acclim. Après, je tiens à dire que j'ai le record de vitesse, mais sur la voie Mueca, puisque sur la Western Bridge, c'est toujours Fernanda Maciel qui le détient. Et le Kili,
c'est une montagne. Ça, c'est pareil. Pourquoi le Kili? Parce qu'il est là. Euh, et j'y retourne en juin. Voilà, c'est une histoire d'amour, je crois, entre lui et moi. Après, la Western Bridge, ça s'est mal passé 2 fois, donc ça, c'est un peu pénible. À chaque fois, j'ai eu des problèmes avec mes guides, donc d'une, c'est pas sympa pour eux parce que ça les met en danger, et puis de deux, moi, à chaque fois, c'est un an de prépa pour le jour J aller à l'échec. Donc, mais bon, voilà, cette année, je suis quand même contente d'avoir été chercher un 11h30 par la Mueca parce que c'était quand même solide, quoi. Voilà. Et alors, pourquoi te faire accompagner de guides alors que maintenant tu dois bien la connaître, cette montagne? Et parce qu'on n'a pas le choix. En D'accord. fait, ouais, c'est un parc national et tu peux pas y aller seul. Après, moi, ce que j'ai réussi à négocier, parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé cette année, c'est que j'ai fait un premier Kili en 10 jours, donc en acclim, où je me suis entraînée à haute altitude. Et j'ai accompagné un jeune homme qui avait la sclérose en plaques sur l'ascension. Ensuite, j'ai fait ma tentative 3 jours après, je crois, ou 4 jours après, par la Western Bridge. Donc là, on m'avait imposé toujours 2 guides. Et, sauf que ce jour-là, il y a Ronald qui lâche avant 4000 et le deuxième guide qui lâche à 4009. Donc je me retrouve, moi, parce que je continue à grimper dans l'espoir de me dire c'est bon, j'en ai marre, à chaque fois c'est le même problème. Et en fait, j'arrive à 5400 mètres en 5h41, donc je suis super positive parce que c'est encore mieux que ce que j'avais fait il y a 2 ans. Et puis là, je me tourne, le guide, il est tout en bas, il avait 54 minutes de retard sur moi. Et sauf que la Western Bridge, elle a vachement changé. Il y a eu pas mal d'avalanches de pierres, donc il y avait plus du tout de tracé, le brouillard et tout. Donc je me suis dit bon c'est mort. Et en fait après ça, j'ai négocié avec le chef du parc national et je lui ai dit écoutez, laissez-moi juste courir, mettez des mecs sur la montagne qui se relaient, mais moi je vous demande juste une journée à moi quoi. Et en fait c'est ce qu'ils ont fait. Donc il y a un gars qui a fait, c'est Ronald qui est revenu, qui a fait le premier tronçon. Et après, à 4006, il y a 2 autres guides qui m'ont récupéré. Un qui a fait une partie, lui, il a décroché, il est pas arrivé au sommet avec nous. Mais voilà, l'autre, il m'a accompagné au sommet. Et pour la redescente, ils m'ont laissé courir, ils m'ont laissé partir. Et ils le vivent comment, ça, d'être toute l'année sur la montagne et puis de se faire sécher par quelqu'un qui arrive Franchement, je sais pas. Je pense qu'ils sont quand même dans la culpabilité parce que là, ils me l'ont bien prouvé sur la 3e ascension. Bon, déjà, personne ne s'attendait à ce que j'y retourne, puisque j'avais mangé 2 kilis en 5-6 jours, là. Puis 2 jours après, j'y retourne, donc ça fait 3 kilis sur une semaine, ça commence à faire beaucoup. Donc déjà, quand je leur annonce ça, ils se sont décomposés en disant non mais ça veut dire qu'il faut qu'on y retourne aussi. Donc là, je les ai rassurés en me disant non, vous restez en bas, voilà, on fera la fête après s'il se passe quelque chose, mais voilà, je pense qu'ils se rendent bien compte qu'on n'a pas la même pratique en fait. Parce qu'un kili en courant et un kili sur une semaine, c'est pas la même chose, quoi. Et alors, la montée traditionnelle, elle se fait c'est en une semaine, c'est ça, avec quelques étapes d'acclimatation? Ce qui est bien, c'est 6 jours. 6 jours, c'est pas mal parce que ça fait 4 jours de montée, 2 jours de descente. Et voilà, il y a encore que des fois, 4 jours de montée, c'est chaud parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'œdème. Quand on monte trop vite, voilà, les gens font des œdèmes et ça redescend, quoi. Et toi, t'as jamais été sujet à ça, en fait, Non, je touche du bois. Mais non, je sais pas ce que c'est pour le moment, voilà, le mal aigu ou... Donc, et ça, c'est vraiment inné, en fait. T'as rien fait pour travailler ça particulièrement, si ce n'est l'acclimatation. Mais l'acclimatation, ça se fait quand tu vas faire l'ascension. Ouais. Je pense qu'il y a un côté physiologique. Ça, j'en suis convaincue. Et puis, en étant infirmière, voilà, sur des bilans sanguins et tout, on voit bien qu'il y a quelques différences. Après, moi, je m'entraîne en hypoxie. Mais il faut savoir que l'hypoxie, ça t'apprend à bosser en inconfort, mais ça t'apporte rien au niveau physiologique. Donc moi, j'apprends à mon corps à souffrir, entre guillemets, et à dire, tu vas vivre à peu près la même chose à 6000, à 5000 ou à 6000. Voilà, mais après, ouais, je pense qu'il y a quand même des prédispositions, quoi. Et comment tu fais pour travailler en hypoxie? Là, je m'entraîne au CNEA, au Krebs à Font-Romeu. Et ils ont une cabine hypoxique, et en fait, on simule une altitude, tu veux t'entraîner à 5000, tu mets la cabine à 5000, c'est une cabine étanche. Après, tu as le manque d'oxygène, mais t'as pas la pression atmosphérique. Donc ça peut pas vraiment représenter ce que tu vis sur la montagne. D'accord, et donc dans ces conditions-là, en fait, ton corps va se fatiguer beaucoup plus vite, j'imagine, Oui. parce que tu lui apportes moins d'oxygène.
Mais en fait, quand tu as moins d'oxygène, si tu veux, tu vas prioriser tes organes nobles, donc cœur, poumon, cerveau, et tout ce qui est muscle, ben, ça passe en second plan. Donc c'est pas la priorité. Donc en fait, ben, au niveau musculaire, tu exploses super rapidement. En cardio, ben, tu vas compenser, donc tu augmentes ton rythme cardiaque et tu désatures. Donc tu travailles en temps normal, on est à 99-100% de saturation en oxygène dans le sang. Et là, en hypoxie, ben, tu peux descendre à 79%, 80% et faire une séance comme ça. Donc ouais, c'est 10 fois plus dur que quand tu sors de ta cabine. Ouais, parce que toi, toutes tes ascensions, tu les fais sans oxygène? Ouais, 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 ouais. Hmm. Et du coup, donc le Kilimandjaro, voilà, montagne coup de cœur pour Ouais. toi. Y a d'autres sommets comme ça qui t'attirent? Oui, oui, carrément. Là, j'ai d'autres projets. Donc là, je bascule en Himalaya. Il y a un sommet que j'affectionne particulièrement qui est l'Amadablam. Donc là, il y a deux histoires en fait derrière ce sommet. J'ai perdu un très très bon ami d'enfance, Sylvain, qui projetait ce sommet. C'était un super alpiniste. Bon, ben malheureusement, il s'est tué en montagne. Et donc moi, il y a 12 ans que Sylvain est décédé et du coup, il y a 12 ans que je me projette sur ce sommet. Et en plus, Ahmad Ablam, c'est le collier de la mère, le collier de maman. Et moi, j'ai perdu ma mère il y a 11 ans. Et donc, ben voilà, cette montagne, elle rapproche, enfin, elle ramène tout ce qui me tient à cœur. Donc ça, c'est un projet. Et ensuite, il y a le Manaslu, c'est 8163 mètres. Donc, je devais y être en septembre dernier, mais ben voilà, problème de sponsoring, problème de Covid, problème de tout ça. Et donc, c'est reporté. J'espère pouvoir y aller ce printemps, on verra. Et alors, du coup, je voulais savoir justement sur ce sujet-là, comment est-ce que tu prépares tes projets? Parce que j'imagine que ça a un certain coût d'aller sur ces sommets-là. Euh, Toute la logistique, l'accompagnement, le temps que ça prend, parce que tu es infirmière aussi, donc c'est du temps que tu vas pas utiliser pour ton travail. Enfin, Oui. comment est-ce que tu montes un dossier de sponsoring pour que les sponsors t'accompagnent sur ces projets-là? Alors là, depuis 2 ans, on va dire que j'ai des sponsors fidèles. Et donc ça, c'est vraiment cool parce qu'on projette une année avec des objectifs. Et donc voilà, eux m'accompagnent sur l'année. Après, je suis infirmière, donc je fais des remplacements puisque je peux plus assumer un temps complet ou un mi-temps parce que ben là, tu vois, par exemple, j'ai 21 heures d'entraînement cette semaine. Donc un temps complet, ben, c'est pas possible. Voilà. Donc dès que j'ai des trous, soit je travaille dans un magasin de sport là à Font-Romeu chez mon cousin, ou alors je fais des remplats infirmiers. Et après, au Népal, j'ai intégré une asso qui s'appelle Ice Himalaya. Et en fait, je propose des formations aux gestes de premier secours, et notamment chez les guides locaux. Et eux, en contrepartie, m'initient l'himalayisme. Donc, si tu veux, c'est un peu, je donne et eux donnent de leur côté. Et après, j'ai la chance d'être super bien entourée aussi, parce que j'ai Sophie Lavaux, qui est ma grande sœur, on va dire, de l'Himalaya. Et voilà, et c'est elle qui m'a mis dans les mains de gens compétents, qui me font pas passer par des tours opérateurs ou des experts un peu traditionnels. Donc voilà, là, je vais grimper avec Tenji Sherpa, c'est l'ancien binôme de Uelistek, un super alpiniste hyper rapide. Et donc voilà, Tenji devient mon binôme, et vu que je leur rends service, en fait, on arrive à trouver des compromis. Après, bah, évidemment, ça a un coût, et voilà. Et moi, je bosse pour mettre 4 sous de côté et pouvoir financer au maximum mes projets. Voilà. C'est intéressant ce sujet de la recherche de partenaires parce que chez tous les aventuriers comme ça que je reçois, c'est une très grosse partie Ouais. de la réalisation du projet, en plus de s'entraîner et Ouais. d'accomplir le projet. Ça demande de vraies compétences. Comment tu as appris ça, toi? Parce qu'il faut réussir à se vendre, c'est pas toujours simple. Ben, moi, je suis accompagnée, hein, honnêtement. De ce côté-là, j'ai André Lafenêtre, c'est voilà, un peu mon papa spirituel qui m'aide beaucoup parce que justement, moi, je suis incapable de me vendre et de dire regarde ce que je fais, c'est extraordinaire. Pas du tout. Voilà. Donc j'ai des gens compétents qui m'aident de ce côté-là, mais après c'est sûr que c'est un peu le combat voilà de beaucoup de sportifs ou aventuriers, je sais pas comment on les appelle, mais c'est dur Ouais, dur. j'avais enregistré un épisode avec Rémi Camus Ouais. qui était exactement dans ces sujets-là, qui passait un temps fou
Oh, bah On avait oui. fait un très bel épisode avec Rémi d'ailleurs que je vous recommande. Ouais, d'ailleurs. Et c'est primordial ça, de réussir à bien s'entourer. Hein. De toute façon, Oui. on peut pas tout faire tout seul. Ouais, non, c'est clair. Mm. Et du coup, donc pour 2022, tu as décidé de, enfin, tu t'es dit que tu allais remettre ce projet du Manaslu. Bah, le Manaslu, j'espère pouvoir le faire en septembre. Après, ben, ça va dépendre, voilà, à nouveau des sponsoring. Enfin, moi, je ramène des films de chacune de mes expés. Donc là, par exemple, le premier Kilimanjaro, c'est un film qui a cartonné en festival de films de montagne. On a cartonné à l'étranger et tout, donc c'est plutôt chouette. Mais bon, ça aide pas pour les futurs projets. Et donc l'idée là, c'est de trouver un financement au moins pour que Aurelio Valentino, le gars qui me suit au niveau vidéo, et Patrick Foch, donc ça c'est le réal et le caméraman, puissent au moins m'accompagner quoi. Donc moi je me dis à faire un 8000, il faut qu'on ramène un film. Donc voilà, si en septembre on a le budget et que le Covid nous laisse un peu souffler, ben, normalement j'irai sur le Manaslu. Et du coup, pour la réalisation du film, parce que aller à 8000, c'est une chose, mais filmer à 8000, c'en est encore une autre. Ouais. Eux, ils sont aussi alpinistes et ils t'accompagnent là en haut, ou tu vas te filmer toi-même avec une GoPro, par exemple, ou comment ça va se passer ça? Ben en fait, si tu veux, on est une équipe, donc il y a 2 caméramans, il y a Ben qui me suit sur les trucs assez simples, où ça va rester du trail ou de la montagne, mais correct, on va dire. Dès qu'on passe le cap alpinisme, là c'est Aurelio Valentino qui lui est un alpiniste, c'est un super athlète, un ultra trailer monstrueux, voilà. Et lui en fait, il me suit. Donc tu vois, sur les 3 kili, bah il courait avec moi quoi. Il s'est tapé les 3 kili aussi. Hein. Donc ouais, Ah ouais, donc à vous deux là, vous avez séché tous les guides du Kili. ouais, c'est ça. D'ailleurs, quand ils nous voient maintenant, tu sais, c'est dispersion, quoi. Oh non, pas eux. Ouais, c'est clair. Qui veut les accompagner? Il n'y a plus personne. En volet de moineaux. Et aller à 8000 comme ça, enfin, bon voilà, enfin, je vais pas te l'apprendre, enfin, je vais l'apprendre à personne, mais ça représente quand même des risques. Ça te fait pas peur, ces risques-là? Parce que moi, quand je vois des reportages sur justement ces sommets-là, j'ai regardé là sur Netflix Ouais, un 14 truc. pieds. Ouais, voilà. Puis tu vois, bah, ils disent, bah ouais, je suis en train de le regarder là, et puis là, bon, une avalanche, bah Ouais. ouais, bah, on aurait pu être dessous. Et oui. Ouais. Bah du coup, moi, je vois ça, jamais je m'engage, clairement. D'accord, ouais. Mais je peux le comprendre. Ouais. Ça te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur parce que je sais que ça peut arriver, bien sûr. Je pars toujours avec l'idée de me dire, bah, éventuellement, il peut se passer quelque chose que je maîtriserai pas et je peux ne pas rentrer. Dans l'idéal, bien sûr, bah, c'est de rentrer pour le raconter et le partager. En plus, moi, je suis maman, donc autant te dire que voilà, quand je pars avec mon fils dans la tête et d'ailleurs, il m'accompagne sur l'expé là, par exemple, du Manaslu. Il est prévu jusqu'au camp de base, tu vois. Mais ouais, j'y pense. Après, je me dis toujours qu'un 8000, ça se prépare tellement bien. Je pars sur un 4000 à l'arrache et là, je peux me tuer. Sur un 8000 hyper bien préparé, je me dis, bien sûr, tu peux pas éviter les avalanches ou les séracs qui se cassent la pipe. Mais j'ai moins peur d'une grosse expé comme ça que des fois de partir sur des trucs à la con avec les copains, quoi. Moi, c'est marrant ça, parce que c'est vrai que là, j'avais jamais envisagé ça sous ce point de vue-là, et c'est vrai qu'on dit souvent que, par exemple, en voiture, Oui, on va avoir un accident sur le trajet qu'on va faire tous les jours et qu'on oui, on le fait sans même plus regarder oui. limite les panneaux. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est Mm. exactement ça. Tu vois, moi, il m'arrive de partir des fois sur des 3000 et je me dis, oh, ça va, c'est la netto, oh, ça va, c'est machin. Et donc, je pars sous-équipé ou je me dis, bah, je fais l'aller-retour dans la journée, machin. Et au final, tu te mets plus en danger là que sur un truc hyper réfléchi, hyper préparé, quoi. Ouais, parce que t'es finalement pas à 3000, t'es pas à l'abri d'un orage Bien sûr. qui arrive et qui tabasse vraiment. Et Ouais, ouais. ouais, carrément. Mais moi, ça me fascine, hein, toutes ces personnes qui sont justement fascinées
par le fait d'accomplir des exploits comme ça. Moi, je trouve ça hallucinant, en fait, d'arriver à monter à ces hauteurs-là, dans ces conditions-là, dans le froid. Et à ton avis, quelle est la plus grande compétence qu'il faut avoir pour arriver justement à ce genre La d'exploit? patience. La patience. Ouais, vraiment, parce que sur un 8000, tu pars entre 4 et 6 semaines. Et que parfois, tu peux rester 2 jours, 3 jours, une semaine au camp de base, ou au camp 1, au camp 2, parce que la météo te permet pas de faire de rotation, parce que la météo te permet pas de faire une action au sommet. Donc en fait, c'est faut rester à sa place, et puis de toute façon, c'est la montagne qui décide. Donc si t'es pas patiente, tu vas au carton. Hmm. C'est vrai que ça, c'est en 2020, je crois. Par exemple, sur l'Everest, il n'y a eu que 2 jours pendant la Ouais, saison où on pouvait monter, ouais, alors qu'une expédition comme ça, ça se prépare sur presque 2 mois. ouais. Euh, c'est vrai que ça En fait fait, pas c'est un bosser. peu le risque quand tu pars sur une grosse expé comme ça. Tu vois, le Manaslu, il est assez capricieux, donc en général, tu as 2-3 fenêtres maxi par saison. Donc en fait, il faut anticiper. Il faut se dire, là, il faut que moi je sois acclimatée, surtout quand tu montes sans ox, parce que moi je pars sans oxygène. Donc en fait, je vais partir un petit peu avant pour être sûr de bien être acclimatée, et que le jour de la fenêtre météo, tu sois en capacité de monter. Si t'es pas acclimaté, que t'as une fenêtre, s'il faut, pendant 2 semaines, t'as plus rien, et voilà. Et toi, tu peux pas rester longtemps non plus à haute altitude. En fait, il y a toujours le bénéfice-risque. C'est que oui, tu dois être acclimaté, mais plus tu restes à haute altitude, plus ton corps s'abîme. Donc tu vois, Parce que le camp de base, il est à combien? Alors le camp de base, il est à 5000 et des brouettes, mais après tu montes au camp 1, tu dors au camp 1, tu fais une rotation le lendemain au camp 2, tu redescends dormir au camp 1. Tu vois, ensuite tu dors au camp 2, tu fais une rotation au camp 3 et tu redescends dormir au camp 2. C'est vraiment c'est Ouais, long, hein. tu passes ton temps à faire des yo-yo comme ça. C'est ça, en faire des rotations. Hmm. Et oui, parce qu'on n'est pas tous Kylian Jornet capable de monter 2 fois en une semaine. Mais même Kylian, alors bien sûr, ce qu'il fait, lui, il est complètement monstrueux, mais il est obligé de s'acclimater avant de faire un Everest comme il l'a fait. Donc tu fais des rotations, tu as un trek d'acclimatation avant aussi, d'une dizaine de jours ou 15 jours. Voilà, et je pense que l'acclimatation, surtout sur un 8000, tu peux pas jouer, quoi. Passer 7000, t'es trop en danger. Ouais, c'est la fameuse zone de la mort, on appelle ça. Ouais. Elle fait peur, hein, celle-là. Ouais. Bah, déjà, rien que son nom, il fait pas Ouais, envie, hein. c'est ça. Ouais, je sais pas, ils auraient pu dire la zone rouge ou la zone Ouais. où ça craint, tu vois, mais pas la zone de la mort, c'est... Ouais. Ah, ça fait pas penser à un parc pour enfants, quoi. Tu vois, Ouais. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ta famille t'a déjà reproché ça, de te mettre en danger comme ça? Reprocher, non. D'ailleurs, tu vois, ça, c'est rigolo, j'ai une anecdote. Là, il y a pas si longtemps, je pars en montagne avec mon chien, j'ai un jeune husky. Et en fait, il s'est mis dans une falaise, il a suivi des isards, et donc il se met vraiment en galère. Et puis moi, Superwoman, je me suis dit, je vais aller sécuriser mon chien, parce que s'il tombe, il va mourir. Sauf que je me suis mis dans la même falaise que le chien. Donc très intelligent, et je me retrouve bloquée avec de la glace. C'était une face nord, donc plein vent, un froid pas possible et tout. Et là, impossible de redescendre le chien, et moi, dans la galère aussi. Donc j'essaie d'appeler le PG, et j'arrive pas, je captais pas bien et tout. J'envoie un message à ma sœur en lui donnant mes coordonnées GPS et tout, puis je lui dis, envoie-moi le PG, je suis en galère avec le chien sur la falaise, machin. Et là, elle me répond, ok, à toutes. Tu vois, pour te dire à quel point ils sont habitués, en fait, et Ah oui, d'accord. voilà. Et après, elle me dit, tiens-moi au jus. Ok. Voilà. Ah ouais, alors que la majorité des personnes d'une famille auraient convulsé Paniqué sur place. complet, ouais, voilà. Donc, Mais donc là, c'est Vanessa, voilà. ouais, c'est ça. Et quand je leur annonce mon 8000, bon, maintenant ils s'y sont préparés, puisque ça fait 2 ans que je leur en parle. Mais c'est, ah bon, ok, écoute, fais gaffe, voilà, mais il y a plus de surprise, quoi. Ouais, non, mais en fait, c'est marrant parce que tu vois, je ramène ça à plus petite échelle. Mhm. Au début, quand j'ai commencé la course à pied, la famille disait ah, des 20 bornes. Oh, 20 bornes, non, mais ça va pas. Après, quand tu fais 50, oh, 50, non, mais ça va pas. Et puis maintenant, quand tu fais 20, on te dit ouais, bah, c'est que 20, quoi. Et alors, Tu ça vois? fait que ça? C'est clair.
Donc finalement, en fait, ce truc-là est vrai à toutes les échelles. Oui, ouais, mais carrément. Ah, Puis après, bon. ce qui est rigolo aussi, c'est que t'as les gens qui pratiquent pas, qui ont pas du tout la notion de ce que tu vis. Et tu rentres d'un Kili ou tu vois d'un Kalapatar. Là, j'ai fait dans la vallée de l'Everest. Je me suis amusée à courir jusqu'au sommet du Kalapatar et redescendre à balle. Donc t'es quasiment à 6000. Tu cours sur le glacier de l'Everest et tout. Enfin, c'était magique, tu vois. Et je raconte ça à mes proches et tout. Et puis ils me disent ah ouais c'est cool. Ok. Bon, tu te dis ok j'ai juste couru sur le glacier de l'Everest, mais ça percute pas quoi. C'est tout l'effet que ça vous fait. Ouais, c'est ça. T'es un peu deg, tu sais, tu dis bon, Bon, ok. d'accord. Bon, Mm. sinon, vous, ça va? Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on mange à midi, voilà. Ah. Et ouais. Bon, c'est pas des Et, exploits, c'est normal. Et autant que ça l'est pour moi au final, hein, tu sais. quel serait le truc le plus dingue que tu as en tête et que si tu le fais, là tu te dis waouh, j'ai fait ça. Franchement, aujourd'hui, je sais pas trop. Parce que enfin, tu vois, du moment où je me pose un objectif, je me dis, si j'y ai pensé à un moment donné, c'est que je sais que je peux le réaliser. Donc j'ai pas le truc. Bon après un 8000 ce serait déjà complètement fou et le redescendre en courant ça c'est ce que j'envisage et voilà déjà ce serait une belle fierté pour moi de dire j'ai fait la descente du Manaslu en courant. Mais ouais je sais pas. Alors quand tu dis en courant, c'est Après vraiment en 6000. courant ou oui, finalement c'est de la marche rapide. Enfin, c'est comment ça se Ouais. passe là-haut parce que enfin, je sais pas. Je peux pas. Honnêtement alors moi je me connais à 6000 j'arrive à courir. Au-delà c'est fini. Enfin, et à 6000 non j'arrive à trottiner. Donc après tu marches évidemment, puis la redescente de 8 à 6, t'as pas d'autre solution que de marcher. Après je me dis voilà, l'idée c'est de faire le trek après la redescente et tout le plus vite possible quoi, parce que j'aime ça, j'adore la descente. Là tu vois quand on est descendu dans la vallée du Khombu, donc c'est la vallée de l'Everest, ben voilà, j'ai lâché les vannes et tu te dis ça fait 15 jours que je suis au pied de l'Everest, on a fait juste le camp de base, hein, c'est vraiment un trek qui est accessible à tout le monde, plus les entraînements parce qu'en fait sur place moi je maintenais mes semaines classiques d'entraînement, sauf que bah tu t'entraînes à 5005, 5006, 6000, enfin bon. Et après là j'ai fait vraiment la redescente à balle en courant et puis je me dis ben j'aimerais vivre la même chose sur le Manaslu. Donc si tu veux c'est vraiment quand tu sors de ces zones compliquées que tu cours après. Sur la montagne là tu restes à ta place, tu la respectes et tu dis ok madame je fais ce que tu me dis de faire. Hmm. Mm. Mais du coup, pour toi, qui a quand même une connaissance de ce milieu-là, ce qu'il a fait, l'alpiniste népalais Nirmal Purja, Ouais, sur ses 14 sommets, c'est stratosphérique, quoi. C'est irréel. ouais c'est monstrueux. Alors moi je suis pas encore voilà hein, une himalayiste, je suis un baby himalayiste on va dire où je découvre, mais en tout cas ce qu'il a fait lui oui c'est complètement fou, ça paraît ouais. Toi enfin, quand tu vois des mecs qui ont un projet de vie c'est un 8000, eh ben lui c'est un projet sur une année Sur de faire l'année. du 14 quoi. Mais Ouais, enfin, c'est vraiment. Enfin, moi, je le recommande, hein, ce reportage-là, il est chouette 14 hein, fois ouais. 8000. Mm. Ouais, enfin, je connais pas du tout ce milieu. Enfin, c'est vrai que, Hostile. ouais, ça paraît tellement lointain. Ouais. Et en même temps, tu vois, à un moment, je me suis dit, est-ce que ça te ferait vraiment envie d'aller faire l'Everest, faire un truc comme ça et je pense que je serais pas capable, en fait. Je sais pas, tu sais, l'Everest, par exemple, c'est un exemple classique où tu as des mecs qui n'ont jamais cramponné, qui n'ont jamais fait de montagne et qui sont sur l'Everest. Parce que t'as 50 000 balles à claquer et que tu as envie de te faire plaisir et tu fais l'Everest. Après, pour moi, c'est pas la vision que j'ai Non, non. de la grimpe en Himalaya, mais ça m'appartient. Mais voilà, t'en as combien qui font l'Everest en foutant de l'oxygène à partir de 6005 et voilà, donc oui, possible, je pense que c'est possible pour n'importe qui. Hein. Après, c'est comment tu le fais et comment tu l'as dans l'esprit, quoi. Ouais, c'est ça, parce que enfin, l'idée, c'est d'y aller en étant le moins équipé
équipé possible. Enfin, moi, en termes d'équipement, je veux dire, d'assistance, quoi. Mm. Enfin, ça, c'est ta façon de faire. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une sorte de débat dans cette communauté d'alpinistes. Mm. Si tu montes avec de l'oxygène, t'es pas un vrai. Bref, si tu veux, il y a toutes les versions. Donc, tu vois, moi, par exemple, donc j'ai la chance de bien connaître Adam Bielecki, qui est un Polonais monstrueux en alpi. Lui, il grimpe là, tu vois, il rentre dans le sommet vierge au Pakistan. C'est le garçon qui a sauvé Elisabeth Revol, qui s'était cartonnée sur le Nanga Parbat. Je sais pas si ça te parle, cette Oui, histoire. si. Voilà. Et je connais bien Elisabeth Revol aussi. Et Ellie, elle grimpe tout le temps en mode alpin, mais après, elle a un niveau monstrueux. Adam, ben, il va faire des expés en mode alpin et des expés type expédition polonaise, hyper organisée, hyper encadrée. Par contre, ben, les deux grimpent sans oxygène. Moi, ma vision de l'himalayisme, et comme je te dis, je suis un bébé, donc je vais découvrir plein de choses. Mais en tout cas, je me dis, si je peux pas aller à 8000, j'y vais pas. J'irai à 6 parce que je m'éclate à 6, j'irai à 7 et j'irai pas à 8000. Mais aller jusqu'à 8000 avec de l'oxygène sur le nez, moi, personnellement, ça me dérange, mais parce que c'est Vanessa. Et puis, si quelqu'un à côté de moi grimpe avec de l'oxygène, je serai la première à le féliciter, à lui dire super, t'as réussi ton objectif et ton projet. Tu vois, c'est propre à chacun, quoi. Après, Ouais, en fait, pour toi, de dire je suis monté là, juste dire voilà, je suis allé là, ça t'intéresse pas, quoi. Si c'est juste pour l'ego, ouais. de cocher des choses. Pas du tout. Moi, je veux le vivre en fait à fond et c'est pour ça aussi que je cours sur le Kilimandjaro parce que en expé classique, ben je m'ennuie et que ça me correspond pas. Voilà, trop de confort sur la montagne, ça me saoule parce que si t'es en montagne, c'est pas pour avoir un resto, une douche, un hôtel, enfin tu vois. Donc voilà, c'est mon approche à moi et puis et sur le Kili, ben j'aime bien courir parce que je ramasse et que voilà. Dans mon C'est marrant 8000, je ça, me sentir quoi. de se dire j'ai trop de confort. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, il y a Sophie qui m'accompagne beaucoup. Sophie, elle se sert ou non de l'oxygène. Par contre, elle le prévoit tout le temps. Et elle dit, faut pas croire qu'un 8000, même avec de l'oxygène, c'est facile. Parce que c'est pas vrai. C'est compliqué. Tu vois? Oui, oui, bah oui, ça. Enfin, il n'y a pas que l'oxygène qui rentre en ligne de compte. Il y a tout Non. aussi toutes les. Enfin après, je sais pas, le froid par exemple. Ah Il y a bah quoi oui. d'autre du coup comme contrainte Ben, la fatigue cumulée aussi, parce que tu passes Oui. des semaines à dormir en tente, tu dors mal, t'as froid, t'as la fatigue aussi ben, musculaire, parce que tu prends énormément de dénivelé. Voilà, le corps, il est vraiment mis à rude épreuve. Et puis tu sais, l'oxygène, tu l'utilises normalement, à partir de, allez, 6005, 7000, je pense, hein, dans les expés classiques. Mais ça veut dire que les jours d'avant, tu dormais déjà au-delà de 5000, 6000 et que ton corps, il charge vraiment, quoi. Hmm. Donc c'est vraiment épuisant. Et puis les conditions, hein. Tu fais un pas à 5000, c'est pas un pas que tu fais à 400, quoi. Ouais, justement, enfin, je reparle encore une fois de ce reportage-là, mais on voit comment est-ce qu'il monte, hein, parce que tu as de la neige qui va être jusqu'aux cuisses, quoi, et puis du Ouais. coup, tu es obligé de lever la jambe, la mettre Ouais. sur le côté, la balancer sur le côté, puis pour l'envoyer loin devant, le plus loin Ouais, possible. t'imagines les efforts, ouais. C'est c'est monstrueux. Ouais. Mm. Et, enfin, comment tu te prépares à ça? Bah, déjà, c'est beaucoup de. Moi, je travaille beaucoup de foncier, beaucoup de dénivelé, l'hypoxie aussi, hein, pour t'habituer un petit peu, et puis que le jour où tu manques d'oxygène, ton corps il dise oui, je me rappelle, on a déjà vécu ensemble ça. Fais chier, on y retourne. Ça me parle, ça. Et voilà, et après, bah, c'est surtout vraiment le principal, c'est d'être bien entouré. Bien entouré à quel niveau? Au niveau des gens qui t'accompagnent sur la montagne, voilà, De faut se prendre sentir le en temps. confiance. Ouais, vraiment. Hmm. Parce que, enfin, toutes ces expéditions-là, ça demande aussi des connaissances de la montagne, météorologiques, Oui, de se dire, bah là on peut y aller, là on peut pas, pour ces raisons-là. Tout oui. ça, c'est des compétences que toi tu as ou tu te fais Non, accompagner aussi pour. j'aurais pas du tout la prétention de dire que, tu vois, sur un 8000, je prends le risque, moi, toute seule, de prendre des décisions pour l'ascension et tout. Pas du tout.
Donc en fait, derrière, tu as une équipe et puis tu as un mec qui est dans son bureau et qui va te dire demain, tu as telle météo, vous bougez pas du camp 1. Demain, il y a telle météo, vous faites ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment un métronome et c'est lui qui décide de ta progression sur la montagne. Et ça, encore une fois, c'est Sophie qui me met en contact avec cette personne-là. Sophie, elle a 12 8000. Donc si tu veux, quand elle me dit tu pars avec lui, je pars avec lui, quoi. Mais rassure-moi, c'est pas quelqu'un qui bosse chez Météo France qui fait ses prédictions. Non. T'as le droit de dire ça dans les podcasts. Je dis ce que je veux. Non, c'est pas le chef, de toute façon. Non, je te rassure. C'est un bon. Non, parce que ici en Bretagne, des fois, ils vont nous dire qu'il pleut alors qu'il pleut jamais. C'est... Ouais, nous, cette nuit, on devait prendre un mètre de neige, mais pas un mètre de flotte, en fait. Ouais. Non, bien sûr, on est en 2022, mais il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Ouais, il y a du taf au niveau météo. C'est bien, ça donne des objectifs aussi pour tous les météorologues. Qu'on salue. On vous salue, amis météorologues. Alors Vanessa, tu as aussi comme objectif l'Ultra Run Raramuri, qui est organisé par Jean-François Tantin, que j'ai reçu aussi sur le podcast et qui a une très belle histoire aussi, Jean-François. Oui. Pourquoi avoir fait le choix de t'engager sur cette course? Alors honnêtement, tu vois, on parlait des 8000 et tout, quand tu me dis t'as pas peur, machin. Je pense que l'Ultra Raramuri me fait bien plus peur qu'un 8000. Parce qu'en fait, moi je me connais pas en ultra, donc j'ai déjà fait un 100 km, mais tu sais, c'est les copains qui te réveillent le matin qui disent « Oh, ça te dit un 100 bornes demain ?» Ouais, bon, ok. Sauf que voilà, là je me dis c'est une course, alors moi j'y vais en mode aventurière, ça me va très très bien. Mais ouais, alors après, encore une fois, tu vois, moi c'est le projet qui m'a plu. Quand il m'a contacté, qui m'a dit on va courir avec les Indiens, machin, il y a toute une histoire derrière. Bon, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui, quoi. C'est après que tu réfléchis quand tu reçois le parcours et qu'on te dit 190 bornes et 10 000 de D+, là j'ai dit waouh. Mais non, parce que toi, t'es plutôt en plus habitué au froid. Là, c'est le Mexique, quoi. Ah, c'est ça, c'est le Mexique. Je crains énormément la chaleur. Bon là, évidemment, mon entraînement, on l'a orienté sur le Mexique, hein, donc tu vois, là, je fais beaucoup de volume, beaucoup de sorties longues, beaucoup de dénives, mais oui, il fait 0. Là, tu vois, je cours, il fait -3. Ça va piquer quand on va être à 30 ou... Et puis moi, j'aime pas courir, enfin, j'aime pas courir. La fille, elle passe sa vie à courir, mais elle aime pas courir. D'accord. Développe. On est deux des fois. Ton autre toit va bien? Je vais te la passer après l'autre. Avec plaisir. Tout va bien. Non, mais tu vois, par exemple, là, sur l'Ultra Run, les 80 premiers kills, c'est dans les canyons, c'est un peu technique, ça grimpe, machin. Et après, la fin, donc le reste, c'est assez roulant, il y a des passages assez roulants. Et ça, je redoute à bloc, parce que voilà, courir des heures, tu vois, moi, ça m'ennuie, j'arrive pas à me mettre dedans et tout. Donc là, je pense que voilà, la course va me porter, mais je sais pas, en fait, c'est l'inconnu. Ouais, tu prends ça comme un vrai défi et puis pour te sortir de ta zone de confort. Ouais, carrément. Non, mais c'est intéressant parce que en plus, il y a une vraie histoire autour de cette course et d'aller voir un nouveau peuple aussi, une nouvelle culture. Ouais, puis tu sais, voir des gens courir aussi, mais eux, ils courent pas pour la même chose que nous. Nous, on est quand même un peu sur, t'as vu, j'ai perfé, t'as vu mes chaussures, t'as vu mon sac. Eux, ils sont sans sac, ils sont en sandales, ils courent pour manger. Enfin, tu vois, il y a quand même une autre quête, quoi, derrière les 190 bornes. Ouais, c'est sûr que ça te remet un peu à ta place aussi. C'est toujours bon, je trouve, ce genre de voyage. Ah oui. Ouais, carrément. Ça t'aide à relativiser aussi tes problèmes. Des fois, c'est ça. Problèmes de riches. C'est clair, les faux problèmes qu'on se crée. Mais bon, on a beau se le dire, tu vois, moi, chaque fois que je rentre du Népal ou d'ailleurs, hein, de l'Inde, de Tanzanie, machin, je me dis, ouais, c'est bon, là, je change. Mais 15 jours après, tu vois que tu râles pour les mêmes choses, que
Fais chier, mes chaussures, elles ont plus d'amorti. Fais chier, voilà. Et ça, c'est souvent quelque chose que j'ai dit sur le podcast, c'est que je suis convaincu de ça, en fait, c'est que tu pars, tu sais, j'étais en Thaïlande, tu t'es confronté quand même à de la misère, à des problèmes que toi, tu n'as jamais connus de ta vie, que tu connaîtras jamais, Ouais. forcément, parce que tu habites en France. Oui. Et puis tu rentres, puis tu t'es pris une claque. Malgré tout, tu te retrouves une semaine après à appuyer sur tous les boutons de ton téléphone parce qu'ils s'allument pas, C'est ça. et à Ouais, râler. Tu ah vois. oui, c'est vraiment ça. Tu vois, là, au Népal, moi, je m'amusais, donc j'avais des séances de fractionnés à faire. Donc, pour pas les faire dans le sens ascension, je descendais d'un village à un autre et puis je fractionnais en remontant, tu vois. Et un matin, je pars super tôt et là, je me retrouve avec des gamins qui montaient à l'école. Et en fait, les gamins, ils étaient couverts la moitié de ce que moi j'étais couverte. Ils avaient des chaussures avec du scotch, ce que papa avait trouvé pour réparer. Et les gosses, tous les jours, ils se tapaient 1 heure d'ascension et allez, 2 heures de descente. Voilà. Et là, tu te dis, mais moi, je demande... Et encore, mon gamin, il voyage, donc il voit un peu tout ça et je pense que ça lui sert, en tout cas, j'espère. Mais tu te dis, ouais, tu lui dis, allez Mathéo, là, tous les jours tu vas à l'école en courant, et puis tu te tapes, je sais pas, 500, ouais, 400-500 de D+, sur... tu vois, ils hallucineraient, quoi. Et ton fils, il a quel âge? 17. Et tu l'emmènes avec toi depuis Oh, combien depuis de temps? petit. Depuis, en fait, moi, si tu veux, bon, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport, mais dans le coin, vers chez moi. Et puis là, il y a, on va dire, une dizaine d'années que ça a un peu explosé. Et donc, Mathéo, tu vois, il a toujours suivi, quoi. En Finlande, en Tanzanie, un peu partout, ouais. Et lui, du coup, ça lui donne envie aussi d'aller monter ses sommets, d'aller parcourir Bah, ces pas parcours-là. forcément. Lui, c'est un handballeur, tu vois, il est passionné de handball, il dort handball, il mange handball, il joue au hand. Après, par contre, en montagne, il est monstrueux et il le sait pas encore. Voilà, j'aimerais qu'il se mette à courir, purée. Mais lui, il me dit, oh, c'est bon, moi, s'il n'y a pas de ballon, je cours pas. Voilà. Ça sert à rien de courir pour courir. Ouais, c'est ça. Et lui, c'est pareil. Ce qui est rigolo, c'est que je lui dis, bon, ma maths, en septembre, donc Mathéo, il a arrêté les cours, on va dire, classiques, hein, donc il est en alternance, voilà. Je dis, bon, mais Mathéo, en septembre, donc j'avais déjà calé ça avec son organisme de formation. Et je lui dis, bah, tu viens, on part au Manaslu, machin. Ah, ok, cool, maman. Donc, je lui dis, voilà, toi, tu t'arrêteras au camp de base. Ah, ok, bah, super. Tu vois, c'est pareil, c'est pas le gamin qui va dire, ah, mais le truc de fou. Non, non, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Bon, elle court sur le Kalapata, ou elle court, voilà. C'est normal. Ça Ah, fait comme partie. quoi, hein, ça montre bien comme notre normalité Ouais. n'est pas celle des autres et finalement la définition de la normalité. Mais oui. Mais carrément, hein. Mhm. Chacun a la sienne, je pense. Et s'il te disait j'aimerais venir avec toi, tu dirais quoi? Sur le 8000, Hmm. Sur celui-là ou un autre, hein, dans 5 ans peut-être? honnêtement, je lui dirais oui. Je lui dirais oui parce que moi je le vis et je peux pas l'empêcher. Après évidemment, j'aurais bien plus peur pour lui que pour moi, ça c'est clair. Mais ouais ouais non, je l'empêcherai pas de le vivre, hein. Et à la limite, tu préférais peut-être qu'il le fasse avec toi qu'avec quelqu'un d'autre? Ouais. Ouais. Eh oui, hein. Mais oui, quand même pour le couvrir tout ça, s'il fait froid. Bah oui. Eh ben Mathéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Bah, tu vois, après il choisit ses destinations, hein. Quand j'ai fait Olympe là en Grèce, ouais maman, moi je peux venir si tu veux pour la logistique, tu vois. Le GR20 aussi parce que je projette le GR20 donc bah, je pensais le faire cette année, puis en fait, ça se prépare vraiment. Il faut quand même beaucoup de temps pour le préparer, il faut le connaître. Et d'ailleurs, cette année, il y a une autre athlète qui s'y colle et c'est cool parce que ça va me donner encore plus de fil à retordre. Mais donc là, pareil, il me dit, oh la Corse, bah oui, moi je viens hein, pour la logistique, pas de souci. Et alors, c'était quoi ton objectif sur le GR20? Ça m'intéresse. D'aller Je chercher le l'ai fait en chrono. 3 jours. Je l'ai fait en 3 jours il y a l'année dernière. Ah oui, c'est déjà beau, bravo. Donc, donc ça Eh, t'as m'intéresse. pas sauvé, ouais. Ben ouais, on n'a pas beaucoup dormi surtout. Tu m'étonnes. Mhm. Ouais. Ouais, Bah, et moi, du coup, c'est moins de 41 heures là pour le moment. Hein. Le chrono féminin est en 41, mais
on verra cette année. 41 heures, du coup. Ah ouais, ça fait pas chômer non plus. Ouais, C'est du coup un jour et demi quasiment. ouais, Ouais, non, ouais, presque. Ouais. ouais. Et, et pour ça, tu te fais assister comment? Voilà, c'est toute une grosse organisation en fait. Moi, je suis partie en Corse rencontrer le gars de la Fédé de montagne, puisque c'est la Fédé de montagne qui valide entre guillemets la venue des athlètes, donc ils te demandent un CV sportif. Et puis après, moi, j'ai été les rencontrer. Je me suis testée pas mal sur le GR, mais il manquait encore du boulot, tu vois, donc je vais y retourner là toute l'année. Et puis après, tu as une grosse logistique, donc ils te mettent des guides sur les passages un peu techniques. Puis après, ben moi, je viens avec mon staff, hein, donc j'ai ostéo, médecin et des pacers. Tu cours avec plusieurs gars. Donc, tu as droit à 2 pacers par tronçon, en sachant qu'il y a 180 kills. Donc, l'idée, c'est que les gars fassent une quarantaine de kilomètres avec toi. Et voilà. Donc, ça Parce fait que bouger du monde, ouais. c'est la même trace que celle qu'a utilisée Lambert Santelli, Exactement. Ouais. donc en passant par le Cirque de la Solitude. Ouais. Et De du toute coup, le façon, c'est cirque, la il est trace équipé. des records, quoi. C'est nord-sud. Voilà. Donc, tous les gars sont passés par là. Et là, du coup, quand le record est fait, enfin la tentative de record est fait, il y a des guides qui équipent le cirque. Qui équipe les passages techniques et casse-pipe. Voilà. Hmm. Après moi là, j'ai vu le gars de la Fédé, donc j'ai été me tester avec un autre gars sur le nord. Donc le nord, c'est tout ce qui est vraiment technique. Et puis bon, il m'a dit bon ben voilà, avec ton profil, on sait qu'il y a des zones où on n'a pas besoin d'équiper parce que tu vas passer comme une chèvre. Après, sur certains athlètes, il me dit on équipe parce que ils sont plus sur le roulant, voilà, très fort sur la partie sud, moins dans la partie nord. Enfin, tu vois, ils adaptent quand même. C'est vraiment singulier, quoi. C'est l'athlète qui vient, il est reçu comme un pacha, quoi. Hmm. Et ouais, je souligne ce point parce que moi j'ai fait l'erreur, la connerie de prendre justement cette trace-là Ah oui. et sans les équipements qu'il y a. Ouais, et dans le cirque, Hmm. c'était comment? Ah, Bof. c'était hardcore. Ouais. Et oui. Ouais, Ouais. on a fait une Non, connerie. après, le cirque, tu peux aussi le prendre en descendant, mais bon, tu perds du temps, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, faut faire gaffe, hein, il est chaud, hein. Ah ben oui, c'est pas pour rien qu'ils l'ont fermé. Et, Et oui. mm, non, mais enfin, j'aime bien le redire parce que mon erreur enfin, serve peut-être à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Voilà. Et alors du coup, 2022, donc on a dit Ultra Run Raramuri. Ouais. Et quoi d'autre? Le Kili, donc en juin. Mhm. Donc en gros, avril, l'Ultra Run. Juin, le Kili avec des rugbyman. Là, il y a Marc Lévremont, Emilienne Tamac, David Berti, Laurent Arbeau. D'accord. En fait, David Berti a la sclérose en plaques et moi, je cours depuis des années pour la sclérose en plaques. Donc, c'est un super pote à moi. Et là, cette année, ben, on l'amène sur le Kili. Et moi, je vais en profiter pour... donc, j'ai l'autorisation du parc national pour aller grimper sur le glacier du Kili. Donc, c'est vraiment un cadeau parce que je suis amoureuse de la montagne et je suis encore plus amoureuse du glacier. Ça, Donc, c'est des autorisations qu'ils donnent au compte-gouttes. ouais, apparemment... alors, bon, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Après, les Tanzaniens, ils sont toujours dans la négo. Donc, je sais pas trop, mais ça négocie pour tout. D'accord. Ouais, c'est clair. Mais quand on les connaît après, voilà, c'est rigolo. Moi, je deviens comme eux maintenant. Je suis catastrophique. Ok. Ouais, 2h30 d'entraînement. Non, tu rajoutes demi-heure, s'il te plaît. Ou t'enlèves demi-heure. Ça va être sympa d'être à la place de ton coach. Ouais, le pauvre. Comment est-ce qu'il s'appelle? Alvaro Rance. Mais en fait, je viens de changer. J'ai été suivie par Stéphane Brignoli, là, pendant 9 ans. Et Steph, il s'arrachait les cheveux, mais il était habitué, donc voilà. Là, Alvaro, c'est un espagnol, il est rigolo, quoi. Il me dit, il m'ennuie pas avec toi. Ah ouais, Bon. c'est clair. Eh ben, bien du courage, Alvaro. Ouais, je lui ferai passer le message, je lui enverrai le podcast. Voilà. Trop fort. Ok, du coup, retour sur le Kili. Voilà, et après, donc, ben, septembre, j'ai espoir d'aller en Himalaya. Hmm.
Vraiment, je touche du bois parce que c'est dur. Alors, je me console en me disant, ça fait 12 ans que j'attends l'Himalaya, je suis pas à 2 ans près. Et puis surtout, je me dis que tout ce que je fais à côté, là, par exemple, une prépa ultra, ça va me servir pour l'Himalaya, tu vois. Donc, même si c'est pas cette année, l'an prochain, je pense que je vais m'orienter un peu sur l'ultra parce que je me dis, après tout, pourquoi pas. Et puis, j'ai 38 ans et j'ai pas envie d'aller faire des courses qui vont trop vite où tu vomis à l'arrivée, tu vois, ça, j'ai plus envie. Donc je me dis on verra après les rares à mûrir, mais si ça me plaît, tu vois, il y a le projet du GR aussi derrière et tout. Je me dis si en septembre j'ai pas accès à l'Himalaya, je pense que j'essaierai de trouver un ultra sympa quelque part, quoi. Et tu programmes tes années sur combien de temps à l'avance? Parce que tu le dis, hein, par exemple, le GR20, c'est une grosse logistique. J'imagine que tes expéditions, c'est des grosses logistiques aussi. Ouais. Euh, En général, c'est 1 an. un an de préparation pour. Voilà, quand tu poses un objectif comme ça, tu sais qu'il y a minimum 12 mois de prépa avant. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est pour ça que là, ce qui est dur, c'est de se dire, putain, j'ai passé 1 an à préparer ça et non, c'est annulé ou c'est reporté. Ouais, faut pas lâcher, quoi. T'as vécu ça comme un abandon, j'imagine, quand tu vois, t'as pas pu aller sur le Kilimandjaro. Enfin, tu sais, souvent l'abandon, c'est quelque chose qui est assez mal vécu par les trailers, Ouais. par les Alors, sportifs en général. moi, je suis plus dans je me dis toujours, c'est pas un échec, c'est une expérience. Et je rebondis assez rapidement, tu vois. Donc, je vais avoir 2-3 heures où j'ai les boules. Mais après, je vais de suite chercher le positif en me disant, OK, qu'est-ce qui a dysfonctionné? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour plus que ça arrive? Tu vois, je fonctionne vraiment comme ça dans tout. Je pense que mon métier, alors j'ai fait 15 ans chez les sapeurs-pompiers où tu dois t'adapter aussi tout le temps aux situations. Je suis infirmière, j'ai fait de l'urgence, pas mal d'urgence et tout ça. Et je me dis, ça m'a servi dans mon sport. Aujourd'hui, ça me sert parce que tu dois t'adapter à la situation, t'as pas le choix. Donc, te foutre, comme on dit, la rate au courbouillon, ça sert à rien. Donc moi, je positive le truc et je pense que la résilience, c'est indispensable dans ces pratiques, quoi. Hmm. C'est quelque chose que les pompiers apportent et on se rend pas vraiment compte en fait quand on y est. Ouais. Et puis, mais en fait, c'est des compétences qu'on acquiert et puis après, ça nous semble presque évident, normal Ouais. de les avoir. Ouais, tu te rends compte que tu t'adaptes assez rapidement à toutes les situations un peu merdiques ou alors, comme je te disais, aux échecs qui, au final, le mot échec, il est pas joli. Le mot expérience, il est vachement mieux, quoi. Ça pourrait être un beau titre, ça, de l'épisode. Ben voilà. Puis, envoyez le titre. Allez, voilà, citation, ça part. Purée, tu veux faire le montage à ma place aussi ou pas? Écoute, ouais, je te fais ça demain. Très bien, voilà. C'est super. Génial. Eh ben écoute, Vanessa, j'ai passé un très bon moment, mais ça fait déjà presque 52 minutes qu'on est ensemble. Ah ouais, ça tourne, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter pour peut-être clôturer notre échange? Oh écoute, rajouter, non, c'est toujours sympa d'échanger comme ça et puis voilà, partager les expériences après. Le seul truc, c'est que voilà, il faut pas qu'on lâche, on vit tous cette période un peu galère et puis malgré tout, il faut continuer à poser des objectifs et se dire que si c'est pas demain, ce sera après-demain, quoi. Super. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Vanessa. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre? Alors j'ai une page Facebook athlète, après je sais pas, Insta, les trucs comme ça, mais j'ai surtout un site internet, donc c'est www.vanessamorales.fr. Très bien. Eh ben je le mettrai dans la description. Ouais. Et puis peut-être à bientôt sur différents objectifs. Écoute, oui, ce serait cool. Si jamais ça me prend de vouloir faire le Manaslu. Oui. Alors là, c'est plus les baskets, hein. Je t'enverrai des photos de chaussures. Je veux bien. Allez, à bientôt. Ouais, à plus, ciao. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.